Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans la grande interview chez Mwambi International Network. La force Barkhane n'est pas éternelle, mais à court terme, nous allons rester au Sahel. Telle a été il y a quelques jours la déclaration magique de Florence Parly, ministre des Armées de la France, devant le Sénat français. Combien de temps le court terme de Mme Parly est un court terme, quand on sait que la force Barkhane est déjà depuis 2014 opérationnelle dans le Sahel. Combien de temps le court terme de Mme Parly est-il un court terme quand on sait que l'opération Barkhane a commencé en 2014 pour remplacer l'opération Serval une année avant, soit en janvier 2013. Après, on est allé de sommet en sommet. Et le dernier sommet en date est celui de N'Djamena, février 2021. Est-ce qu'il n'est pas temps de dire merci à la France? Est-ce qu'il n'est pas temps de dire merci à cette France qui, au prix du sang et des milliards, veut délivrer les pays du Sahel des terroristes? Pour répondre à toutes ces questions et en savoir un peu plus, nous avons un invité de marque, M. Issa Ndiaye, professeur de philosophie au Mali, et il a été plusieurs fois ministre. M. Issa Ndiaye, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous honorer. Et tout de suite, la question est de savoir, est-ce que au sommet de Tchad, de N'Djamena, c'est pour dire merci à la France qui vient protéger les pays des Sahel? Bon, je pense qu'il y a une petite modification dans l'agenda de dernière minute. Le président français, il semble que le président français ne fera plus de déplacement et que ça va se passer par vidéoconférence. C'est ça. Il semble aussi que de grandes décisions ne seront pas annoncées. En attendant un peu de concerter tout le monde, à la fois les États africains, aussi les partenaires de la France dans cette histoire-là au Sahel. Dû à quoi le fait que le président français a changé à la dernière minute? Je pense qu'il y a une montée de l'opinion française, toutes tendances confondues, qui est en train de se redire un peu contre les interventions extérieures, essentiellement au vu du nombre des morts et aussi dans l'impasse dans laquelle la France semble engagée. Le nombre de morts de soldats français. Hein? De soldats français, parce qu'on a dépassé la barre de 55, semble-t-il. 55 disent certains, 57 d'autres. Bon, bref, la cinquantaine est dépassée et il y a plus d'1 milliard d'euros qui est dépensé chaque année. Donc, ça commence à peser lourd. Mais déjà, en 2013, nous étions de ceux qui n'étaient pas partants pour cette intervention, en essayant un peu de faire le point depuis les années 60 des aventures militaires non seulement de l'Europe, mais même des Nations Unies en Afrique, qui n'ont jamais donné des résultats tangibles. Je rappelle simplement que depuis les années 60, l'ONU est intervenue au ex-Congo belge dans le temps. L'actuelle République démocratique du Congo. Du Congo, à la demande du gouvernement de l'époque, dirigé par le Lumumba. On sait comment ça s'est terminé. Et il n'y a pas d'exemple historique où une intervention extérieure, que ce soit des Nations Unies ou des puissances extérieures à l'Afrique, ait réussi à amener la paix. Donc, c'est ce qui nous a amené dès le départ à exprimer des doutes. Mais à l'époque, on était peu nombreux à dire que attention, bon,
ça risque de mal se terminer. Il y avait l'enthousiasme populaire parce qu'on avait fait croire à l'époque aux Maliens qu'il y avait des vagues de groupes djihadistes qui se dirigeaient vers Bamako. Mais aujourd'hui, on sait, de par des écrits de chercheurs français comme Jean-Christophe Notin, qui avait publié déjà en 2014 un ouvrage, La guerre de la France au Mali, où il disait que, bon, au vu en tout cas des notes qu'il avait prises auprès des services secrets français, il n'y avait en fait aucune menace sur Bamako. Et que c'était donc pour justifier un peu l'intervention militaire française de l'époque. Je pense aussi qu'il y a eu des diplomates français qui ont tiré la sonnette d'alarme. D'abord, l'ambassadeur Christian Rouillet, qui était ambassadeur de France à Bamako au moment de l'intervention de Serval, qui avait exprimé des doutes quant au choix de la France d'avoir pour alliés les rebelles du MLNA. Rouillet, d'ailleurs, a été remercié brutalement à l'époque et de son poste d'ambassadeur de France au Mali. Paris l'a rappelé. Hein? Oui, Paris l'a rappelé. C'était au temps de quand Laurent Fabius était ministre des Affaires étrangères. Il y a eu le cas aussi d'un autre diplomate, Laurent Bigot, qui était chargé du... Laurent Bigot, que nous avons reçu aussi dans la grande interview ici. Oui, bien sûr, qui avait exprimé aussi des doutes par rapport au choix tactique français et à l'alliance circonstancielle avec le MLNA. Laurent Bigot aussi s'est fait virer à l'époque. Par Laurent Fabius, toujours. Laurent Bigot. Donc, il y a ensuite un ancien ambassadeur de France à Bamako, Nicolas Normand, qui a beaucoup écrit là-dessus et qui a aussi exprimé des doutes quant à la pertinence donc, des choix tactiques français donc, au Mali et au Sahel, notamment encore en ce qui concerne l'alliance avec le MNLA. Donc, se dire entre autres donc, qu'il y a de plus en plus donc, des voix françaises qui s'élèvent pour interroger aussi, et dernièrement, l'interpellation au niveau donc, du Sénat. Du Sénat, oui. Oui. Quelques jours. Il y a quelques jours, le 9 février. Du sénateur donc, Pierre Laurent du Parti communiste français qui a fortement interpellé le gouvernement français sur la question et qui a exprimé des doutes quant à la pertinence de l'intervention et même demandé s'il n'était pas temps pour la France de plier bagage et d'essayer de rentrer. Mais la réponse officielle, c'est que la France n'a pas, pour l'instant, en tout cas, à mon avis, l'intention de rentrer. Et ça pose beaucoup de problèmes. Justement, il y a cette phrase ambiguë de Florence Parly, la force Barkhane n'est pas éternelle, mais à court terme, nous allons rester au Sahel. Mais, Monsieur Issa Ndiaye, quand vous dites que la France, peut-être... est là avec ses propres calculs, mais le monde entier a assisté en 2012 à l'envahissement du Mali, du nord du Mali, par les djihadistes qui ont quitté la Libye après que Kadhafi soit parti. Est-ce que tout ça, et quand M. Hollande, le président français de l'époque, est venu là-bas après l'intervention, et ils ont chassé tous ces envahisseurs. Et tout ça, c'est de la démagogie? Bon, il y a des grandes questions qui se posent, parce qu'on a parlé de colonnes djihadistes, et puis à l'époque, on parlait de centaines de djihadistes lourdement armés qui descendaient à Bamako. Et curieusement, comme par hasard, donc ces colonnes-là ont miraculeusement disparu. Et on n'a pas vu de cadavres sur le terrain, on n'a pas vu de véhicules calcinés sur le terrain. Tout a disparu subitement. Donc, on est en droit de se poser des questions. Et qu'est-ce qui s'est réellement passé? Je pense que des journalistes français aussi ont essayé d'en savoir plus. Je me rappelle d'une émission à France 2 où on avait posé des questions en ce qui concerne donc l'intervention française
tout près de Sévaré, le témoignage d'un paysan, donc, qui disait des choses, en tout cas, qui exprimait des doutes quant à la forte présence de colonnes djihadistes. Donc, il y a des tas de questions qui se posent, qu'on n'a jamais résolues, auxquelles on n'a pas répondu. Toujours est-il que la reconquête de la partie nord du Mali s'est faite de manière foudroyante et rapidement, donc, les troupes françaises se sont trouvées aux portes de Kidal. Et curieusement, c'est arrivé aux portes de Kidal qu'on a dit à l'armée malienne, stop, ne rentrez pas à Kidal. Et je pense que ça partit. Pourquoi? Bon, à l'époque, on a avancé. Quels sont les enjeux dans le nord de Mali, dans toute cette région du Sahel, monsieur? Le prétexte a été de dire, bon, si on laissait l'armée malienne entrer à Kidal, ça va être le massacre des Touaregs. On avait préparé le terrain sur ça, mais en réalité, il n'y avait aucun risque de massacre des Touaregs. Mais en réalité, il y avait une alliance stratégique avec donc les Touaregs. Il faut se rappeler que déjà depuis le temps de Sarkozy, c'est parce que la déstabilisation de la Libye a commencé au temps de Sarkozy. À l'époque, président français, oui. Président français qui a envahi, donc qui a poussé donc l'OTAN à envahir donc la Libye de Kadhafi. Ouais. Et on se rappelle à l'époque, l'Amérique était un peu réticente. Oui, sous Obama, Obama l'a reconnu dans son livre. C'était ça. Oui, sous Obama. Il a fallu que ce soit le secrétaire d'État à l'époque, Hillary Clinton, qui ait poussé un peu Obama pour que l'Amérique accepte de s'engager. Bien sûr, l'Amérique a une longue expérience depuis l'Afghanistan. On a prétendu là aussi qu'on a réglé le problème en quelques semaines, en quelques années, mais depuis plus de 14 ans, maintenant 15 ans, l'Amérique est toujours en train de guerroyer en Afghanistan et n'arrive pas à s'en sortir. Et entre-temps, il y a eu l'Irak. L'Amérique est en train l'OTAN est en train de s'embourber. Il y a la Syrie et ça continue. Et en Afrique, il y a la Somalie, le Kenya, de plus en plus. À l'est du Congo. Le Mozambique, à l'est du Congo. Et de plus en plus, on parle même du golfe du Bénin. Ça veut dire que les solutions militaires n'en sont pas une et que s'engager sur ce terrain-là donc n'aboutira certainement à rien. Je pense qu'il est temps, au niveau de la réflexion, de tirer les leçons de ces aventures guerrières-là et de se poser la question de savoir est-ce vraiment le bon choix. Je pense aujourd'hui qu'en plus des opinions africaines, l'opinion publique française est en train de s'inquiéter donc, de cet interventionnisme occidental un peu en Afrique et qui tarde à donner des résultats. Et dans le mieux des cas, aboutit à des impasses que l'on constate aujourd'hui. Monsieur Issa Ndiaye, quels sont les enjeux là? Pourquoi ils sont là? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Parce que ça coûte beaucoup d'argent. Bien sûr. Il y a le prix des soins. C'est quoi les enjeux? Est-ce qu'il y a des enjeux économiques, des enjeux stratégiques, des enjeux... Bien sûr, mais c'est de cela dont on ne parle pas assez. Et on parle donc de la menace djihadiste, mais aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire que aucune menace djihadiste ne vient du Sahel. Donc, les risques, les attentats que l'Europe a connus ne sont pas les faits des djihadistes du Sahel. Donc, il faut chercher les réponses ailleurs. Je pense qu'il y a des enjeux économiques, notamment les richesses minières qui existent dans cette partie donc, du Sahara et dont on ne parle pas assez. Et on s'était là-dessus. Et je pense que c'est ça la question essentielle. Et c'est quel genre de minerais, c'est quel genre de ressources? C'est un véritable scandale géologique dans la zone. Il y a du gaz, du pétrole, il y a de l'uranium, fortement convoité par la France. Mais il y a aussi des terres rares, beaucoup de métaux précieux, de l'or et aussi beaucoup d'eau. Parce qu'on oublie que le Sahara était une ancienne mer et qu'il y a beaucoup de réserves d'eau
Et l'eau aussi est en train de devenir un enjeu géostratégique au niveau mondial. Donc, et on sait aussi que depuis bien avant les indépendances, il y a eu un projet français qui s'appelle l'OCRS, qui consistait à détacher une partie du Sahara, Sahara algérien, Sahara mauritanien, Sahara malien, Sahara nigérien, et à créer un territoire autonome qu'on avait appelé Organisation commune des États riverains du Sahel. Et à l'époque déjà, donc, on avait armé des tribus françaises et des tribus Touareg à l'époque, et notamment toujours autour de Kidal, et pour leur dire en gros qu'ils ne devraient pas accepter d'être sous la tutelle des indépendances dirigées donc, par des Noirs. Et donc, dès l'indépendance du Mali dans les années 60, en 1960, il y a eu la première rébellion en 1963. Et nous en sommes aujourd'hui à la 4e rébellion, toujours avec les mêmes revendications d'autonomie, parfois même d'indépendance. Et curieusement, chaque fois, ces rébellions-là sont soutenues par la France. Donc, c'est parce que... disons que le racisme dont on parle entre le Nord et le Sud, c'est un fonds de commerce colonial. Oui, bien sûr. Les hommes bleus du désert. Hein. Donc, il y a toute une littérature autour de ça. Et malheureusement, même des hommes de gauche en Europe, en France et ailleurs, ont un peu mordu la leçon. On a des gens qui ne veulent pas vivre sous la tutelle d'aucun État, etc., qu'on a présenté comme étant vraiment... Alors qu'en réalité, d'abord, il faut se dire que en ce qui concerne ces Touaregs, les Touaregs ne vivent pas comme au Mali, seulement au Mali, il y en a au Niger, il y en a en Mauritanie, il y en a en Algérie. Et le plus gros ne vivent pas au Mali, ils sont plus nombreux au Niger qu'au Mali. Et les Touaregs qui sont dans la rébellion constituent une minorité, notamment ceux de Kidal. La grande majorité des Kidal refusent cette rébellion. Je rappelle qu'il y a d'autres groupes armés rebelles qui sont Touaregs, qui ne sont pas à dissidence contre l'État malien et qui, au contraire, ont pris les armes pour dire qu'ils ne veulent pas de la partition donc, du Mali et qui se sont rangés du côté des autorités maliennes, mais on n'en parle pas assez. Aujourd'hui, on monte en épingle ce qui se passe à Kidal. Et je pense qu'il y a les recherches de l'anthropologue français André Bourgeot qui a beaucoup expliqué un peu les tenants et aboutissants de cette histoire depuis une quarantaine d'années, qui fait le terrain et qui connaît bien le terrain, qui parle même les langues du milieu et qui s'y connaît. Ouais. Donc, je pense qu'il y a une bonne documentation là-dessus pour montrer que toutes ces rébellions-là sont des rébellions fabriquées et qui visent en fait des enjeux qui consistent à mettre la main sur ces ressources qui existent dans cette partie du Sahara. Et je pense que, c'est ça qui explique un peu le fond des enjeux qui sont de la guerre dans le Sahel à présent. Et il n'y a pas que la force Barkhane, hein? Il y a aussi le MINUSMA, il y a aussi d'autres forces étrangères. Vous pouvez nous expliquer un peu plus là-dessus? Oui, il y a la MINUSMA. Je rappelle qu'au sein même de la MINUSMA, il y a d'autres pays qui interviennent, notamment la Chine. Hein. Il y a la Chine aussi qui est des éléments chinois donc, qui sont présents donc, au titre donc, de la MINUSMA, mais qui sont la plupart du temps soit des médecins, soit des ingénieurs, mais il n'y a pas de troupes combattantes chinoises. Chinoises. Donc, sur le terrain. Il y a aussi des troupes africaines dans le cadre donc, de la MINUSMA. Et de plus en plus aussi, il y a des troupes européennes, notamment les Allemands, les Estoniens, les Britanniques qui sont là, les Hollandais. À un moment donné, c'était les Hollandais Bert Koenders qui étaient... oui, les Hollandais qui étaient là et qui sont partis. Mais ces troupes européennes-là ne sont jamais des troupes combattantes, apportent leur soutien soit en termes donc, de logistique,
c'est-à-dire de transport, en termes donc de reconnaissance aérienne, y compris même les Américains. Les Américains aussi sont là. Mais il n'y a pas de troupes combattantes de fait des Américains. Mais il y a ce qu'on ne dit pas aussi, il y a ce qu'on appelle aussi les forces spéciales, notamment les forces spéciales françaises. On ne connaît pas où est-ce qu'elles se trouvent, on ne connaît pas quels sont les noms, elles ne sont pas comptabilisées officiellement dans les effectifs. Les Américains aussi ont des forces spéciales. Ça veut dire qu'il y a toute une partie de cette guerre qui se livre au Sahel qui est absolument cachée. Est-ce que ce n'est pas là un terrain où il y a une compétition, une guerre entre des grandes puissances ou entre des puissances tout court? Bon, je pense qu'il y a une guerre pour le contrôle des ressources stratégiques. Je pense que le système mondial aujourd'hui est en crise et les enjeux sont tels qu'avec la crise généralisée du système mondial, chacun se précipite pour un peu mettre la main sur certaines ressources qui sont stratégiques. L'uranium, par exemple, pour les Français. Mais le pétrole et le gaz, il faut dire aussi que Total dispose d'une cartographie précise de cette zone et que ce n'est pas seulement les puissances européennes qui sont intéressées par ce qui se passe. Il y a aussi quelques pays voisins. Je pense qu'on a en partage avec l'Algérie toute une partie du Mali où il y a le pétrole donc, du versant algérien qui coule aussi en territoire malien. Donc, il y a des enjeux donc, aussi stratégiques pour l'Algérie. Il y a aussi de nouveaux pays qui lorgnent vers la zone comme la Russie. Donc, c'est un enjeu mondial parce qu'aujourd'hui aussi, quand on occupe, il y a un plateau qu'on appelle le plateau de Thessalite, où il y a actuellement une base aérienne française. Il y a une sorte de plateau géostratégique qui est surélevé et qui permet à la ronde de voir tout ce qui se passe, qui est bien placé et qui se fait que quand on est sur ce plateau, on est à peine à 2 heures de vol de toutes les capitales de la sous-région, que ce soit des capitales de l'Afrique du Nord ou que ce soit des capitales du Sud. Donc la base de Thessalite est stratégique. Et d'ailleurs, c'est Modibo Keïta, le premier président du Mali, qui en avait compris l'enjeu et qui a décidé donc de fermer cette base et de demander l'évacuation des troupes étrangères du territoire national malien. Juste une petite question là-dessus, parce que nous avons reçu l'ex-diplomate Laurent Bigot ici. Il nous a dit que le Sahel sert de vitrine pour l'outil militaire français. Et puis, une armée doit montrer ses muscles. Et pour montrer ses muscles, bon, ils sont là. Quel est votre commentaire là-dessus? Bien sûr, bien sûr. Il y a une crise mondiale qui fait aujourd'hui que c'est l'industrie militaire qui rapporte le plus d'argent. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des guerres un peu partout dans le monde. Parce que ces armes-là qui sont produites, il va falloir les vendre. Et en ce qui concerne le Mali, ça était un show médiatique pour les avions Rafale. C'est de là que viennent donc toute cette épopée Rafale et ça permet beaucoup à l'industrie militaire française de tourner, de vendre des armes. Il faut se dire aussi que ce n'est pas seulement les avions, mais aussi il y a les munitions, il y a de nouveaux matériels qui sont testés. Les armes à munitions à uranium appauvri, les munitions à uranium appauvri ont été testées largement dans la zone. Et il y a des maladies bizarres qui sont en train de se développer. Ça veut dire que ces guerres-là aussi servent de champ d'expérimentation aux industries militaires donc, occidentales. Ce n'est pas seulement la France, c'est aussi les États-Unis. Donc, oui. Revenons un tout petit peu sur les ressources stratégiques. Est-ce que ces ressources-là sont en train d'être exploitées en ce moment? Et si oui, par qui? Pas encore.
pour la plupart des cas, en tout cas en ce qui concerne le territoire malien. À part donc, déjà l'uranium au Niger est exploité. Les prospections ont permis de dire qu'il y a ce qu'on a encore du côté malien est plus vaste que ce qu'il y a du côté nigérien. Donc, on est en train, c'est pas pour rien, hein, il faut se rappeler de l'image du serval. Serval, c'est ce petit animal-là qui pisse un peu partout et dont l'urine sent très fort pour marquer son espace, pour dire ce territoire-là m'appartient. Donc, c'est pas pour rien qu'on a utilisé cette image-là pour dire serval. Je pense que la crise du système mondial est... Pour sécuriser cet espace-là. Voilà, sécuriser cet espace. Et donc, déjà se positionner par rapport à ses ressources. Et c'est ce qui explique pourquoi il y a une ruée, non seulement de l'Europe, mais aussi d'autres puissances. Je parlais de la Chine, de la Russie, vers cet endroit-là pour essayer un peu. Chacun essaie donc d'avoir sa part de gâteau. Et malheureusement, ça se fait au détriment des pays et des populations qui vivent dans ces zones. Mais justement, c'est là-dessus que je voudrais rebondir pour arriver juste vers la fin de notre entretien. Nous, Africains, nous avons des intellectuels, nous avons des savants, il y a des ministres, vous avez été plusieurs fois ministre. Nous ne faisons que pleurnicher. Si ces gens-là sont là sur place, est-ce que ce n'est pas quelque part notre faute? Ce n'est pas quelque part nous qui le permettons? Absolument. C'est de notre responsabilité. Et j'ai l'habitude de dire que le problème de nos pays, c'est la trahison de nos élites qui ont trahi nos populations et qui servent des causes qui ne sont pas les nôtres. Et souvent, on parle par exemple de construire une route Gao-Kidal, de construire un aéroport à Kidal. Il y a des tas de projets qui sont en train de naître, qui sont parfois financés par l'Europe. Et les populations qui vivent dans ces zones-là, il ne faut pas oublier, sont des nomades qui vivent essentiellement donc de l'élevage. Ils n'ont pas besoin de routes goudronnées, ce n'est pas eux qui prennent des avions, ils n'ont pas besoin d'aéroports, etc. Donc, on est en train un peu de monter des projets de développement qui ne sont pas utiles pour le développement du pays. Donc, on néglige cette population, mais c'est la faute des politiques que nous sommes, nous, élites, que nous menons dans nos pays et qui ne sont pas en faveur du développement de nos pays. Est-ce que nous ne sacrifions pas l'avenir, la jeunesse? Quand on voit, par exemple, la jeunesse venir mourir dans les océans pour atteindre l'Europe, juste pour avoir à manger, juste pour aller à l'école. Est-ce que ce n'est pas sacrifier cette jeunesse et juste l'avenir de ces continents? L'horizon semble complètement bouché. C'est ce qui explique donc cet exode massif. Il y en a beaucoup qui meurent dans le désert. Hein. Ceux qui meurent dans le désert sont plus nombreux. On n'en parle pas souvent parce que c'est à l'abri des caméras. Et ceux qui meurent aussi dans les océans, on n'en parle pas assez. Mais c'est la conséquence des politiques, d'abord, qui nous sont imposées par le système mondial, mais des politiques aussi qui sont mises en œuvre donc par nos responsables étatiques qui ont tourné le dos aux intérêts de la population. Et c'est ça la tragédie actuelle. Donc, il ne suffit pas simplement de critiquer la France ou de critiquer l'Europe, mais d'interpeller surtout nos dirigeants sur les conséquences des politiques que nous sommes en train de mener dans nos pays et qui ne servent pas les intérêts de nos populations. Et je pense que c'est la question fondamentale. Et on en parle un certain temps. Heureusement, il y a une prise de conscience qui se fait de plus en plus en Europe et qu'il y a des forces politiques et sociales qui comprennent que c'est l'impasse dans nos pays. Et je pense qu'il y a aussi des Africains qui sont en train de prendre conscience du fait qu'il y a nécessité d'une alliance stratégique entre nos pays, ceux qui analysent ces problèmes-là, qui voient ces risques, et les forces politiques et sociales progressistes en Europe, et pour leur faire comprendre les conséquences néfastes
des politiques, depuis les politiques d'ajustement structurel depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui, qui n'ont jamais donné de résultats. On le sait depuis longtemps, en Amérique latine, c'est le fiasco. Et je pense qu'il faudrait qu'on en prenne conscience, qu'il est important qu'il y ait de nouvelles solidarités qui soient bâties, non pas seulement sur les intérêts des grands groupes financiers ou des multinationales européennes qui sont lancées à la conquête de nos pays, mais il faut bâtir de nouvelles solidarités entre les peuples du Nord et du Sud. Et c'est à ce prix-là que nous allons nous en sortir tous. Nous, d'abord du Sud, parce que nous sommes les plus perdants dans cette histoire, mais ceux aussi du Nord, la population du Nord qui ne profite pas de ces politiques de pillage des multinationales du Nord. Et je pense que de plus en plus, il y a une prise de conscience et que le pillage des ressources qui sont les nôtres ne profite pas aux populations européennes. Justement. Donc, merci beaucoup, Monsieur Issa Ndiaye, pour votre temps, pour votre explication dans cette jungle géopolitique du Sahel. Nous allons revenir auprès de vous dans la prochaine émission, prochain entretien, pour parler un peu plus de toute cette situation-là. Alors, merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Merci de nous suivre. La grande interview, c'est votre entretien, c'est votre émission. C'est pour vous donner un peu plus d'explications, pour créer une masse critique. Suivez-nous sur tous les réseaux sociaux, YouTube et Facebook. Et prochainement, Monsieur Issa Ndiaye, nous allons vous avoir encore comme invité et surtout, nous avons besoin de vous. Merci beaucoup pour ce soir. C'est moi qui vous remercie. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée chez vous.